Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Mettez les casques! Boucliers! En protection! Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. C'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner.
On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. Il faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. On débranche son Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Vous voulez supprimer ça ? On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population, ils représentent 10% des gaz à effet de serre, et si on prend les 10% les plus riches, ils représentent près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émissions sur une vie entière. C'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privé, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous sauverez, vous ferez du bien à la planète. La fin pour qui en avait des liquidités sans coût. Il y aura plus de pognon gratos. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi, je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autres moyens. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème.
Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifié, injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. People are dying. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Cédric Chouviat est mort exactement de la même façon qu'Adama Traoré. Ils ont eu les mêmes mots, ils ont tous les mêmes mots. J'étouffe, je n'arrive plus à respirer. We cannot look at this as an isolated incident. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here are saying enough is enough. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Our people are being murdered. Mon frère a été tué ce 19 juillet, le jour de ses 24 ans. Et les gendarmes aujourd'hui ne sont pas mis en examen. Les gendarmes ont été mutés, les gendarmes ont été promus. C'est comme ça que ça se passe en France. Enough is enough. And there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors qu'on nous le laisse et qu'on nous laisse travailler enfin. Cette logique de mensonge et de déni
succède aux violences policières dans ce pays est totalement insupportable. Charge the cops. Do your job. Comment rendre hommage à Cédric si les coupables sont toujours autour de nous, autour de vous? La technique de l'étranglement a été jugée dangereuse. Cette technique qui consiste à enserrer le cou de manière prolongée afin de réduire l'afflux d'oxygène et de limiter le tonus musculaire ne sera plus enseignée dans les écoles de police. Mépris, mensonge, violence, souffrance. Mépris, mensonge, violence. Amis du McCafé, amis de la police, amis des streams impromptus, amis des streams de vacances, amis des streams impossibles du samedi matin. Bonjour. Je voulais vous la faire depuis longtemps celle-là. Comment allez-vous? Comment allez-vous les unes et les uns et les unes? Bonjour et là. Merci à tous ceux qui se sont abonnés là pendant le générique. Est-ce que vous entendez bien? Bonjour les humains, bonjour Eurial, journaliste, modératrice d'Opost. Bonjour à tous les modos s'ils sont là. Eurial est là, je ne sais pas si Jessie est là, je ne sais pas si Olivier est là, je pense que Robin dort. Bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Bonjour mes anges pictaviennes, bonjour Valbar. Et si, Glodioman il est là, Olivier il est là, super, super. Courage, courage Olivier, courage, courage. Alors, vous m'avez manqué aussi. Hein. Allez, j'ai pris une petite semaine de vacances, c'est-à-dire que je n'ai fait que bosser. Et je ne suis pas le seul. J'ai bossé sur la surprise du chef qui aura lieu le jeudi 3 novembre prochain, qui est l'inauguration d'Opost. Absolument. d'Opost, le site internet. Je vais vous en parler. Et donc il y a tout un tas de gens dans la communauté qui travaillent mais comme des dingues. Voilà. Opost met les gros moyens. Merci Orial. Opost met les gros moyens à l'inauguration du nouveau site des devs dingo. Une communauté à fond. Et du range partout. Jeudi à 18h, on célèbre la nouvelle étape d'Opost. C'est extrêmement important. J'ai tout misé là-dessus. J'ai tout misé là-dessus. Soyez là si vous le pouvez, c'est jeudi prochain. La sortie du site, vous allez voir, il est beau. Je ne sais pas si Pimico est là. Pimico qui
qui travaille également comme une dingue pour le site en ce moment. Et toute la communauté, je pense à Emeric, je pense à Passeur de Songes, je pense à AX, je pense à tout le monde. Voilà, on sort le site le 3 novembre et on le soumet à la commission de la presse le 2 novembre. Mais je vous parlerai de tout ça jeudi prochain, le 3 novembre. On a plein de rendez-vous dont je vais vous parler dans un instant. Orange partout, police nulle part. C'est ça. Ça vous a pas fait marrer? Ça vous a pas fait marrer? Ah oui, c'est une tasse aux normes. Bah, celle-là, elle est aux normes de chez aux normes. Tu m'étonnes. Voilà. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est de pas laisser quand même passer 15 jours sans faire de stream. Donc, on va faire une petite revue de presse, puis on va discuter entre nous. Quelle joie de vous retrouver, bien sûr. Bonjour la gauche. Bien sûr, bonjour tout le monde. Bonjour Kaof. Bonjour. Je vais vous lire 3 papiers que j'ai relevés là ces derniers jours. Il y a beaucoup de fachos. Il y a beaucoup de fachos. Et il y a la presse. Il y a aussi la presse et un article du Monde diplomatique, empêcher la grande presse de baver. Comment il y a 100 ans, les médias mainstream, on peut le dire comme ça, de l'époque étaient combattus par une partie des syndicats notamment. Jordan Bardella du FEF ORN, l'ascension des copains de FAF, un magnifique article de Libération. Et si on a le temps, fini les kiosques à pointe, la débâcle de la presse facho old school. Voilà les 3 papiers. Ça c'est CQFD. Le Monde Diplo, Libé, CQFD. C'est pas un stream de droite ici. Alors, on démarre ou vous voulez, je sais pas, discuter comme ça? Non, j'y vais. Ah, Ormélias nous dit « Bonjour David, bonjour à tous, j'ai pu aller voir Reprise en main hier soir, c'était super, merci pour la recommandation. » Eh ben tant mieux, écoute, tant mieux. Record historique pulvérisé, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce que c'est là? Il y a un truc qui passe. Record historique pulvérisé. C'est quoi ça? À propos, Blast a sorti la version remontée par Urial de Gilles Perret samedi dernier. Voilà, vous pouvez aller la voir. Tiens, elle est là. Très bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, en effet, pour affoler l'algorithme de YouTube. Une comédie sociale sur la lutte des classes avec Gilles Perret. Ça a été mis en ligne samedi dernier. Et aujourd'hui, vers 18h, il y aura une autre livraison d'Opost sur la fameuse phrase « On ne peut pas accueillir la misère du monde », qui résonne beaucoup avec ce que vient de dire Darmanin, avec ce que vient de dire Macron, etc. C'était une émission de la semaine dernière, ou il y a 10 jours, je crois, je ne sais plus, qui a été remontée par Urial et qui sera en ligne à 18h, non, même un peu avant, vers 16-17h, sur la... on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, oui, absolument. Donc voilà, donc ce sera la diffusion, la rediffusion dans quelques instants. En train de lire le bouquin, me dit pas à pas. Et alors, est-ce qu'il te plaît? Est-ce que ça correspond à l'entretien? Tiens, à propos de bouquin, j'en ai reçu 2 là. Attendez, je reviens. Est-ce qu'on les invite? Mathilde Larère, Gun and Roses, les objets de lutte féministe. Alors elle m'a écrit un gentil mot et elle me dit ne regarde pas le dernier objet, il fait peur. Tu m'étonnes. Alors, Mathilde Larère, Gun and Roses, les objets des luttes féministes. Oh 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 oh. Et également
Adélaïde Bon, Sandrine Rousseau, par-delà l'Androcène, l'ère de l'homme, enfin de certains. L'ère au cours de laquelle une poignée d'oppresseurs, différents selon les lieux ou les époques, ont exploité et asservi la multitude par leurs intérêts propres. Une ère dont nous pourrions sonner la fin dans nos intérêts communs. On les invite ? On les invite ? Ah, Jessie est là, super, bonjour Jessie. Alors Jessie qui également vient de passer du statut par rapport au poste d'auto-entrepreneuse à journaliste pigiste. Voilà les amis, tout ça c'est grâce à vous. Vive les femmes au poste. J'avoue que là, si on a eu une semaine, il n'y a eu que des femmes, mais en ce moment, il y a beaucoup de garçons. Donc c'est vrai que on va les inviter. Ok, alors je range ça. Okay. Le train de la hype numéro 4, on n'a jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Eh oui, bravo Jessie. Eh oui. Donc je vous explique, l'idée c'est d'essayer de transformer au poste en entreprise de presse, en entreprise d'édition de presse, on va dire, afin de pouvoir avoir quelques avantages sur la TVA, fiscaux, etc. Parce que là, les amis, il faut qu'on trouve des moyens, hein. Sinon... Voilà, donc le site va être le pivot de tout ça. Je vous en parlerai jeudi prochain. C'est pas la peine que je vous embête avec ça, mais je vous rappelle que sans vos dons et sans vos abonnements, Au Poste ne peut pas vivre. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va démarrer par l'article du Monde diplomatique. Empêcher la grande presse de baver. Mais d'abord, je dois faire un petit tweet grâce à l'application magique d'Olivier Glodioman. Il reste 12 secondes pour passer à un autre niveau du train de la hype. Dommage. Alors, c'est quoi ça? Tweet. Ok. Hop. Alors... Train de la hype, mission accomplie. Bravo. Alors, attendez. Causerie du web. Live. Je fais juste le petit tweet et après... on se lance dans la lecture. Merci beaucoup les amis. Hop, et là, coller. Voilà, ça devrait être pas mal. Préparation du micro. Tweet envoyé. Tweet envoyé. Ok. Vérification. Est-ce que le tweet a bien été envoyé? Et voilà, regardez, c'est extraordinaire quand même. L'application de Glodioman. Ah, extraordinaire. Live sur machin, 161 gardés à vue, causerie, revue du web, on lit la presse, empêcher la grande presse de baver par Dominique Pinsol, Le Monde diplomatique. Et voilà. N'hésitez pas à retweeter, chers amis. Parce qu'ils mettent en scène la vie publique, les médias bénéficient d'une certaine indulgence de la part des partis et des syndicats. Toute critique appuyée du rôle social joué par les journalistes expose ses auteurs au soupçon de saper la démocratie. Tel n'était pas le cas au début du XXe siècle. La Confédération Générale du Travail, la CGT, bataille alors vigoureusement contre la presse dominante.
Dominique Pinsol, Le Monde diplomatique, en kiosque du mois de novembre de cette année. Contre les grands quotidiens populaires qui s'épanouissent au début du XXe siècle, les organisations ouvrières entendent offrir aux travailleurs une information provenant de leur rang et affranchie du pouvoir de l'argent. Une presse socialiste dynamique existait dans les années 1830 et 1840 et les divers courants de gauche, républicains, socialistes, puis anarchistes, possèdent depuis longtemps leurs propres organes de propagande et de réflexion. Mais le basculement du rapport de force au profit des grandes entreprises se présente en porte-parole du peuple oblige. La gauche a tenté d'occuper le terrain des journaux à large diffusion, sans les moyens ni les méthodes des adversaires. Ah, Pimico est là. Pimico, tu réécouteras le début de l'émission. J'ai parlé de ton énergie folle. Merci Max Havel, merci beaucoup. Face à des sociétés disposant de capitaux colossaux et maîtrisant à la perfection l'art de séduire les foules, le combat s'engage mal. Dans la première décennie du XXe siècle, lorsque la Confédération Générale du Travail, CGT, se dote d'un hebdomadaire, La Voix du Peuple, puis d'une revue bimensuelle, La Vie ouvrière, chacun sait qu'en dehors du cercle militant, la part de marché détenue par les grands journaux capitalistes reste intacte. Merci beaucoup Ronan. Ah, tu as reçu le diplôme hier. Bon bah, tu veux lire l'article ? Du côté socialiste, le projet de lancer un grand quotidien populaire est beaucoup plus ambitieux. Mais les tirages quotidiens de l'Humanité, fondés par Jaurès en 1904, sont inférieurs à 70 000 exemplaires en 1912. Ceux des 4 grands restent inatteignables et écrasent toute concurrence. 1,3 million pour le Petit Parisien, près d'1 million pour le journal, 850 000 pour le Petit Journal, près de 650 000 pour le Matin. Donc ce qui est évidemment intéressant, c'est de tirer comme ça des enseignements pour ce qui est en train de se passer aujourd'hui même. Beaucoup d'énergie militante est dépensée, sans grand succès, pour tenter de convaincre les ouvriers de délaisser ces lectures trompeuses et de se tourner vers la presse prolétarienne. Le 1er mai 1907, le journal de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation, affilié à la CGT, publie un article intitulé « À bas la presse », signé par un groupe d'ouvriers syndiqués, des limonadiers restaurateurs. Ouvriers, employés, petits fonctionnaires, n'achetez plus de journaux bourgeois, radicaux ou autres. Ne contribuez plus à faire vivre les journalistes ramassis d'ignorants et de fumistes. Ce sont nos pires ennemis. Ils tournent en dérision nos plus justes revendications. Après 37 ans de régime républicain, les journalistes sont encore des exploiteurs contre les exploités. Ils finiront par nous dégoûter de la République. Partisans de la liberté de la presse, nous, ouvriers, confiants et naïfs, espérions que les journalistes républicains seraient les champions de la justice et de la vérité, les défenseurs des humbles et des faibles. Nous avons été déçus. Il n'y a dans la presse bourgeoise que des menteurs et des arrivistes, toujours prêts à flatter les puissants et à moquer du peuple, à se moquer du peuple. Ils prennent plaisir à fausser l'opinion publique, ils aiment à se payer la tête du lecteur, à abuser de sa crédibilité. Putain, c'était bien écrit les mecs, hein. On continue. Par la ruse et le mensonge, ils sont devenus les maîtres de la situation, ils sont maintenant le premier pouvoir dans l'État, ils gouvernent. Ouais, merci Snurf. Ils sont maintenant le premier pouvoir dans l'État. Ils gouvernent plus que le gouvernement. On peut compter sur la presse bourgeoise. On la retrouve dans toutes les combinaisons louches. Travailleurs de tous les partis, méprisons la clique des journalistes bourgeois. Engageons-nous à ne plus lire une seule feuille de leur presse aussi bête qu'immonde. Nous ne perdrons rien à ne plus avoir sous les yeux chaque matin BFM, la prose d'un tas de gens sans conviction qui crieraient aussi facilement « Vive le pape que vive la République !» Ne prenons plus au sérieux tous ces ratés qui causent de tout sans avoir rien appris, qui écrivent des articles de 3 colonnes sur des sujets dont ils ignorent le premier mot. Ouvriers, employés, petits fonctionnaires, ne dépensez pas votre argent pour de sales journaux bourgeois. Abonnez-vous au poste.
Bonjour les raiders, bonjour les raiders. Nous sommes en train de lire un article du Monde diplomatique intitulé, allez je le remonte, intitulé « Empêcher la grande presse de baver » et qui raconte l'histoire de la bataille des syndicats contre la presse bourgeoise au début du siècle. Alors, donc c'est un extrait d'un article publié en... Alors, donc ça c'est un article qui sort dans Le Monde Diplo de ce mois-ci et qui reprend un extrait d'un article de 1907 du journal de la Fédération nationale des travailleurs de l'alimentation affilié à la CGT qui publie un article intitulé « À bas la presse ». Je reprends la lecture. Ouvriers, employés, petits fonctionnaires, ne dépensez plus votre argent pour de sales journaux bourgeois. Mettez-vous bien dans la tête que nous sommes versés annuellement par vous dans les caisses de la presse bourgeoise, représentent des millions et des millions de francs perdus pour le prolétariat au profit de la classe ennemie. Abstenez-vous, n'achetez plus un seul de leurs canards et criez « À bas la presse !» La virulence du propos est à la hauteur des tensions sociales qui caractérisent la période. La CGT, qui incarne un syndicalisme révolutionnaire, indépendant de tout parti politique, a connu une forte progression depuis sa création. Elle compte un peu plus de 200 000 membres en 1906. Sa capacité de mobilisation impressionne et inquiète, comme le montre le tremblement de la bourgeoisie parisienne à l'approche du 1er mai 1906, jour de grève générale et de revendication d'une réduction du temps quotidien de travail à 8 heures. Confronté à une multiplication de conflits parfois violents, l'État réprime à tout va. On compte une vingtaine de morts et plusieurs centaines de blessés parmi les ouvriers sous les gouvernements de Georges Clemenceau et d'Aristide Briand entre 1906 et 1910. Dans ce contexte, merci à Philippe pour son raid. Bonjour à tous, vous êtes au poste. On peut faire un SO pour Philippe, absolument, bien sûr. Dans ce contexte de fort antagonisme de classe, la presse demeure fidèle à sa position d'intermédiaire entre le peuple et les dirigeants, tout en restant bien plus proche des seconds que du premier. Sous des dehors bienveillants, à l'égard des travailleurs, et dans un style donnant l'illusion de la neutralité, les grands quotidiens d'information distillent un discours lénifiant empreint d'un républicanisme consensuel qui disqualifie toute protestation jugée un peu trop radicale. Régulièrement accusés de servir le gouvernement et le patronat, en traitant avec mépris le mouvement ouvrier, les journaux qui avaient tant défendu la cause démocratique en 1881, date de la loi instaurant la liberté de la presse, deviennent la cible de militants exaspérés. À tel point que, dans les milieux syndicaux, on commence à se poser la question du rapport à entretenir avec les journalistes. Faut-il continuer à les accueillir dans les congrès et à répondre à leurs sollicitations ? La réponse des congressistes finit généralement par être positive, mais demeure une certaine hostilité, au moins verbale, surtout lorsque les conflits se durcissent. De mai à juillet 1908, les grèves de Draveil et de Villeneuve-Saint-Georges se soldent par la mort de 6 ouvriers. Elles sont suivies par l'arrestation des dirigeants de la CGT, le 1er août. En réaction à l'attitude écœurante d'une presse asservie par la bourgeoisie, un certain Martelet appelle, dans La Voix du Peuple, à refuser aux porte-parole de cette presse bourgeoise toute communication intéressant la vie intérieure ou extérieure des syndicats. 2 ans plus tard, la grande grève des cheminots d'octobre 1910 ravive la critique des grands quotidiens. À Bordeaux, par exemple, lors d'une réunion organisée le 15 octobre et réunissant de 400 à 450 personnes. Alors que le gouvernement vient d'ordonner la mobilisation des cheminots pour briser la grève, un rapport de police résume les propos du militant socialiste Dréan Chapelle. Merci beaucoup, Malou. Merci beaucoup. Merci pour votre boulot. Longue vie à toute l'équipe du poste. On continue à vous suivre avec attention et beaucoup de plaisir. Merci pour ton abonnement et ton petit mot. Attaque contre la presse actuelle qui a oublié son apostolat d'autrefois.
ces fêtes vénales, au service de la bourgeoisie qui ment tous les jours, en ce moment pour dérouter l'opinion sur les conséquences réelles de la grève. Le journalisme n'est plus qu'une affaire répugnante de marchandage, de menaces, de chantage, toujours du côté du manche, des fonds secrets. C'est la fille publique qui se vend au plus offrant et qui acclamerait demain Philippe d'Orléans, allusion au prétendant au trône de France, s'il revenait, comme elle l'acclame aujourd'hui la République, cette République qui, comme une monarchie, commet de graves illégalités, témoin la mobilisation des cheminots. Ce genre de récrimination est courant à la Belle Époque. La contre-propagande ayant rapidement montré ses limites, l'heure est à se demander si les organisations ouvrières ne devraient pas adopter une attitude plus ferme à l'égard des grands organes d'information. Merci Pazozo. Ces réflexions sont menées jusqu'au plus haut niveau de la CGT. En 1913, dans la bataille syndicaliste, le quotidien lancé 2 ans plus tôt, par son aile la plus radicale, le secrétaire général Léon Jouot, publie un long article en 2 parties consacré à cette question. Il s'adresse notamment aux journalistes traitant des mobilisations sociales, dont une partie a rejoint le syndicat général des professionnels, journalistes professionnels, SGJP, créé en 1905 par des travailleurs proches du mouvement ouvrier, mais qui n'a pas été accepté au sein de la CGT, au motif que la profession de journaliste était peu précisée et n'assurait pas à ses membres l'indépendance morale. Jouot commence par dénoncer la manière, à ses yeux mensongère, dont les journaux ont rendu compte d'une conférence nationale d'organisation ouvrière, avant de s'interroger plus largement sur les rapports entre le mouvement syndical et les grands journaux d'information. Ceci pose à nouveau la question de savoir si nous devons continuer à recevoir dans nos milieux des gens qui, systématiquement, de parti pris, dénigrent notre action et défigurent nos discussions, ou si nous ne devons pas plutôt leur refuser impitoyablement l'entrée de nos réunions, et cela jusqu'à ce qu'ils soient revenus à une plus exacte compréhension de leur rôle d'informateur. Ces messieurs se croient peut-être invulnérables, étant donné le besoin d'information que ressentent les travailleurs à un degré égal à celui des autres citoyens. Certes, nous n'avons jamais demandé que les quotidiens bourgeois célèbrent avec des louanges nos faits et gestes, mais nous estimons que nous avons droit à une certaine probité morale de la part de ceux que nous recevons dans nos milieux. Nous ne leur demandons que de la bonne foi et de la sincérité. Est-ce trop ? Leur indépendance professionnelle est-elle si nulle qu'ils ne puissent nous donner satisfaction sur ce point ? Si oui, qu'ils nous le disent franchement, nous serons fixés et nous saurons prendre des mesures en conséquence. Cette situation ne peut durer indéfiniment. Il faut qu'elle prenne fin. Un mouvement comme le nôtre ne peut se laisser bafouer, ridiculiser impunément. Ou les journalistes, tout en usant de leur droit de critique, seront des informateurs consciencieux, honnêtes, selon la définition même de leur syndicat, ou bien eux et leurs organes devront cesser tout rapport avec les organisations confédérées. Ça rigole pas, hein ? 1913. À eux de choisir. Pour nous, nous affirmons que nous ne laisserons pas accumuler les mensonges contre nos actes et nos paroles sous le couvert de reportages vrais. Nous ne permettrons pas davantage que l'on glisse journellement des insinuations abominables par ordre et sans preuve contre nos camarades arrêtés. Nous en avons assez des journaux de basse police et de larbin du gouvernement. Des militants vont bien plus loin que Jouot. Une poignée parmi les plus radicaux imagine qu'il faudra s'en prendre en priorité à la presse en cas de déclaration de guerre. Dans un manuel clandestin, bientôt surnommé la brochure rouge du fait de la couleur de la couverture, des précisions techniques sont apportées pour saboter les rotatives et le stream sauvage de poste. Les linotypes, machines servant à la composition des journaux et, plus généralement, tous les moyens de transport et de télécommunication. Empêcher la grande presse de baver est un acte indispensable et le plus pressant, assure la brochure incendiaire. Une trentaine d'années après le vote de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la dimension économique et sociale de cette liberté est devenue centrale au sein des débats traversant et dépassant le monde ouvrier. Que signifie une presse libre si elle demeure aux mains des dominants ?
Dominique Pinsol, historien, auteur de À bas la presse bourgeoise, 2 siècles de critique anticapitaliste des médias, de 1836 à nos jours, apparaître le 4 novembre prochain aux éditions Agone. C'est pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Le monde diplomatique. Demandez le monde diplomatique. Demandez le monde diplomatique, il est temps. Il est temps dans les kiosques. Alors, je profite de ce petit instant. J'en profite pour vous donner l'agenda d'Au Poste. Jeudi 3 novembre, sans doute une petite revue de presse à 9h, mais surtout à 18h, soyez là. Au Poste met les gros moyens. Inauguration de son nouveau site. Des devs dingo, une communauté à fond et du orange partout. On célèbre la nouvelle étape. Le 10 novembre, nous serons avec celui qui est à gauche, Louis Thévenon. Louis Thévenon, c'est la moitié de New Rose. Dans les années 80, New Rose, petit disquaire du quartier latin à Paris, était devenu grand. Il fut plaque tournante des punks en goguette, QG des désaxés, et label de disques à nul autre pareil. Les Cramps, Johnny Thunders, les Sens, les Soucoupes Violentes, Liars, les Real Kids, les Riemann, c'était New Rose. Ces jours-ci, un somptueux livre de photos sort qui retrace l'histoire incroyable de ce lieu incroyable. Louis Thévenon, un des 2 piliers de New Rose, sera avec nous et la parole est rare. Voici le livre. Voilà, voici le livre. Play New Rose for me. Replay New Rose for me. Louis Thévenon sera avec nous. Est-ce qu'il y a des gens dans l'assistance là qui connaissent New Rose ou pas? Ça vous dit quelque chose ou pas, New Rose? Vous allez voir, le bouquin est super. Le bouquin est super. C'est vraiment le label qui va faire le pont entre le punk anglais et puis un peu le rock alternatif, indépendant. Même s'ils vont sortir assez peu de groupes français. Ils vont sortir des Vampas. Ils vont sortir un album des Vampas. Voilà, vous verrez ça. Et puis il y avait, c'est le grand label des Cramps. Voilà. Notamment. Ah ouais, moi j'adore. J'adore. 17, non, ça c'est autre chose. Le 28, Yannick Kergouat, La très grande évasion. Le réalisateur très favorablement connu de nos services, il a déjà été convoqué, sera avec nous pour son nouveau missile filmique, une comédie dramatique qui nous concerne tous. Où c'est qu'il passe les milliards de l'optimisation fiscale? Tiens, il y a une faute là. Où c'est qu'il passe les milliards de l'optimisation fiscale? Attendez, je corrige tout de suite la faute là, parce que ça me plaît pas du tout. Hop, voilà. Donc c'est un... Tiens, je vais vous montrer la bande-annonce. On est tranquille, on a le temps ce matin. Je vais vous montrer la bande-annonce. Allez, je vais chercher l'article. Bonjour Sentier Battant, bonjour Kamel. Alors, voilà, c'est ici. Ah oui, bon. Ok. Alors, voici la bande-annonce. Chaque jour, des millions de francs français entrent en Suisse. Il n'y a pas d'argent magique. Où
Ouvrir un compte n'est qu'une formalité. Un nom et une adresse, même fictif. Il n'y a pas de paradis fiscal à l'intérieur de l'Union européenne. I think that actually more money is sitting offshore than ever before. Les masses en jeu sont énormes. That is total political crap. Il y a des gens qui ont 10, 20, 30, 50, voire 100 sociétés offshore. Ils s'adaptent toujours aux nouvelles législations. Toujours. Nous payons tous nos impôts exigés par la loi. We pay the tax that we owe. We do pay taxes. Quand tu payes beaucoup, ils payent 2 ou 3%. To become a Grenada citizen, you can change your name. Do you offer complex structures for the purpose of minimizing tax? It will be one of the things that's taken into account. Thank you. On se retrouve face à un système de tricherie. Est-ce que j'ai l'air de me sentir mal? Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. 600 milliards d'euros. So I want to grab all that money. Les Panama Papers. Tax evasion is a sport that only the very rich can play. C'est une machine à gagner du temps qui rogne même du temps dans ce documentaire. Ils prennent du temps, quoi. Ils nous prennent du temps. Et c'est ce qu'ils veulent. Et ça marche. Et voilà, le 7 décembre, dans tous vos cinémas, Yannick Kergoat, qui est par ailleurs monteur d'un autre invité, dont je vais vous parler dans quelques instants. Voilà, donc la très grande évasion, super film, hyper marrant, sur l'évasion fiscale. Son réalisateur sera avec nous donc le 28 novembre, quelques jours avant la sortie, le 7 décembre du film. Et enfin, notre premier débat en public. Rencontre in vivo avec Rachid Bouchareb, le réalisateur, et Samir Ghesmi, le comédien, à une semaine de la sortie de Nos Frangins, film sur Malik Oussekine et Abdel. Les deux vont mourir dans la même nuit du 6 décembre 1986. L'un, sa mort va rester célèbre, l'autre, elle va être oubliée. Le film raconte ces deux morts-là, Nos Frangins, et nous serons en direct du restaurant Le Lieu-dit, dernier repère fréquentable de Paris-Montant. Rendez-vous à 19h, ce sera le 30 novembre, et puis on fait l'émission en public, comme ça si vous avez des questions, au lieu de les faire dans le chat, vous les poserez directement. Le chat sera là. Je sais pas, je pétoche un peu là pour la première. Et puis après, l'avantage du lieu-dit, c'est qu'on pourra boire des coups et manger des frites, quoi, ou autre chose. Voilà, donc ça c'est notre première, je vous l'avais promis, notre premier stream sauvage. Donc pour tous ceux qui sont sur Paris et la région parisienne, réservez dès maintenant votre soirée, parce qu'il faut qu'il y ait du monde. Parce que s'il n'y a personne, c'est la catastrophe. Faudrait au moins qu'on soit au moins une bonne trentaine, quoi. Donc j'espère que vous pourrez venir. De toute façon là je vais bastonner pour que des gens viennent. Voilà, il faut qu'il y ait du monde. Je regarde s'il y a la bande-annonce du film Nos Frangins. Non, elle n'y est pas. Est-ce qu'elle serait ici? Vidéo, voilà, je vais vous la montrer, elle est ici. Ouais, c'est ça. Alors, bande-annonce, Nos Frangins. Bonjour, je vous appelle au sujet de mon frère, Malik Oussekine. Derrière des lycéens et des étudiants inquiets, ce sont les professionnels de la déstabilisation. Je suis l'inspecteur Mattei. Il est là-bas. Il sait pas que son fils est mort. Le gamin s'appelait Abdel. On ne dit rien sur cette affaire pour le moment. On va pas encore plus charger la police. Votre fils a été blessé dans une bagarre.
Monsieur et Madame Oussekine? Oui. Votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? La police va rien nous dire. On va savoir bientôt. Mais on va rien savoir. Plusieurs témoins mettent en cause le comportement de la police. Je vais parler au commissaire. Mon unité, elle a rien à voir avec cette affaire. J'ai voulu apporter à cette famille en deuil le témoignage de la nation. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le gamin était sous dialyse. Ah bah voilà. Je vais informer le juge qu'il avait des problèmes de santé. L'autopsie confirmera tout ça. La vraie question, c'est de savoir si sans les coups, Oussekine serait mort. Les flics mentent, papa. Wallah, ils mentent. Parce que moi, je sais que c'est pas vrai, moi. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer! Voilà, ça fait deux super films le même jour à sortir, et c'est paradoxal, et c'est d'autant plus paradoxal que Yannick Kergouat a été longtemps le monteur de Rachid Bouchareb. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut réserver pour le 30 novembre? Non, je pense pas. Il faut... Bon, si on est 8000, ça va être un problème, mais je pense pas. Non, il faut venir un peu en avance, quoi. Voilà, venez réserver dès maintenant, c'est dans un mois votre samedi. Votre samedi, qu'est-ce que je raconte? Votre soirée. Un autre café? Oui. Cette fois, non. Je peux en avoir un café cette fois, non? Eh ben super. Et bien voilà, après ce sera l'occasion de... On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Mais moi, je mise beaucoup d'espoir sur ces hauts postes en public pour sortir un peu de la routine, quoi. Voilà. Alors, pour l'instant, c'est Paname, mais on pourra se déporter si ça marche, il y a un peu de monde et tout ça, quoi. Voilà. Alors, la suite des événements, ça va être ça. Jordan Bardella, Sarah Knafo, Pierre Gentillet, du RN à LR, l'ascension des copains FAF. Super papier de Libération paru hier, le 28 octobre. C'est ça. Probable prochain président du RN, Bardella a grandi avec une génération qui peuple aujourd'hui les partis de droite et d'extrême droite. Ils se connaissent, pensent la même chose et accèdent peu à peu aux responsabilités. Bien entendu, Kamel. Bien entendu. Alors, je vais me faire un petit café et je reviens. Ça vous va ? Est-ce que j'ai... Non, ça c'est pas assez long. Ok. Je fais une petite pause. Une toute petite pause, vraiment le temps d'aller me faire un café et je reviens. D'accord ? À tout de suite. Oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Cette anecdote est-elle vraie ou fausse ? Je ne peux pas laisser accréditer l'idée que les forces de l'ordre exercent des violences physiques.
Est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? En France, les CRS ne s'attaquent pas aux étudiants ou autres. Cette anecdote, elle est fausse. Une anecdote qui est vraie. Nous sommes en guerre. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Ces mots sont inacceptables. Il y a des policiers violents. Il y en a. Et là, vous avez les canards. Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Ta-di-ta-ta. On va faire un petit tweet. Je fais de la mise en scène, c'est pour la photo. C'est pour le tweet. Attention. Attention. Et c'est parti. Voilà, le tweet a bien été envoyé. Vérification. Si c'est bien le cas. Oh là 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 là. Extraordinaire, extraordinaire. N'hésitez pas, les amis, à retweeter. Oh, merci beaucoup, Colette. Merci pour ton 11e mois d'abonnement. Bardella, Sarah Knafo, Pierre Gentillet. Du RN à LR, l'ascension des copains de Faf. Main dans les poches, dos au mur, cigarette. C'est un article de Nicolas Massol et des photos de Denis Allard. Les petits nouveaux se cherchent une contenance. Septembre 2013, devant le campus de Clignancourt, dans le nord de Paris. C'est la rentrée des étudiants. Plus âgés, les militants politiques repèrent les proies faciles, comme ce jeune homme aux cheveux bruns, coupé ras. Il débarque de Seine-Saint-Denis pour débuter sans conviction une licence de géographie. Un gars de l'Uni l'aborde. On est un syndicat de droite, on défend l'identité française. Commence-t-il quand une militante de l'UNEF lui dispute sa cible. Ne prends pas son tract, c'est un facho! Le nouveau fait vite fait son choix. Il fixe l'étudiante de gauche. Si c'est ça, je prends son tract à lui. Pierre Gentillet, militant à l'UMP, vient de recruter à l'Uni Jordan Bardella, qui a tout juste renouvelé sa première carte du Front National. Merci la belle. 9 ans plus tard, on retrouve nos jeunes gens dans la grande salle Victor Hugo à l'Assemblée nationale. Le 6 octobre, le Rassemblement national y organise un colloque pour son 50e anniversaire. Bardella a depuis longtemps plaqué sa licence de géo, mais il est assis au premier rang, à la droite de Marine Le Pen, dont il pourrait prendre la succession à la tête du RN le 5 novembre. Merci Siramuse. Gentillet est quant à lui devenu avocat et passe le plus clair de son temps sur la chaîne d'opinion CNews, où il a acquis une certaine notoriété. Sur l'estrade, lui qui n'est même pas adhérent au RN,
Discours sur l'état de droit dans une tonalité assez identitaire. Les étudiants d'hier ont pris du galon. Certains frontistes découvrent leur complexité. Ils ne se sont jamais quittés. Ils n'avaient juste pas le droit de se montrer. Bardella, Gentillet et les autres. Leur histoire est celle d'un milieu parisien où les frontières entre droite et extrême droite n'existent plus. Tout le monde se connaît, fréquente les mêmes lieux, pense et dit la même chose. Mais reste éparpillé entre diverses chapelles. Aujourd'hui, le RN, les Républicains et le parti d'Éric Zemmour Reconquête. La fusion des droites, c'est par les jeunes qu'elle se réalise. Certains noms commencent à être connus du grand public. Outre Bardella et Gentillet, on croise dans notre histoire Sarah Knafo, 29 ans, vice-présidente de Reconquête et compagne d'Éric Zemmour, Stanislas Rigaud, 23 ans, patron de Génération Zemmour, Guilhem Carayon, 23 ans aussi, chef des jeunes LR, ou encore Alexandre Loubet, 28 ans, député RN. D'autres, moins connus, travaillent pour Bardella, au RN, Peuple Reconquête et LR. Ils rechignent de moins en moins à afficher leur identité. Photo de Pierre Gentillet au colloque des 50 ans du RN à l'Assemblée le 6 octobre. Ça rigole. Ça rigole. Et quand ces gens rigolent, nous on déguste. Retour à l'époque encore honteuse des balbutiements. En 2013, Gentillet milite à la droite populaire, le club de Thierry Mariani, alors député UMP, aujourd'hui figure du RN. Bardella est membre du Front National de la Jeunesse. C'est pas grave, lui dit-on. L'UNIT est un syndicat non partisan, tout le monde y est le bienvenu, à droite. Il voulait que je les aide à monter une section à Clignancourt, s'amuse-t-il aujourd'hui. Mais on m'a demandé de ne pas trop dire que j'étais au FNJ. J'ai vite compris. J'ai milité 1 mois ou 2 et je suis parti. Je dois encore avoir des piles d'autocollants dans ma chambre, chez ma mère, à Drancy. Les lepénistes font encore figure de paria. Qu'à cela ne tienne. Après le bon score de Marine Le Pen à la présidentielle de 2012, le parti est en pleine dynamique. Pas besoin de courir derrière l'UMP, la jeunesse frontiste a ses lieux à elle. Sans vouloir faire de l'antinazisme primaire, je dois dire que je ne donnerai pas ma fille à un militant du Parti national-socialiste. T'as raison, papa. Depuis 2011, tous les mercredis soirs, les jeunes du FN se retrouvent pour des apéros-débats au Forum, le siège de la Fédération de Paris, situé rue Jeanne d'Arc. Ça ne s'invente pas, écrit Libération. Dans le 13e arrondissement. Drôle d'appartement, tout en bois, bas de plafond, poussiéreux, en rez-de-chaussée sur 3 niveaux. Il y avait une salle au fond avec une bibliothèque en bois et plein de bouquins. Il y avait des trucs qui traînaient. On a vite fait enlever ça. Se rappelle l'heureux député Mathilde Androuet, alors responsable du FNJ avec Julien Rangé. Les écrivains fascistes Brasillac et Saint-Loup. Les skins et autres louches tatoués laissent la place aux étudiants à l'apparence banale, venus écouter les cadres frontistes dans la petite salle. Malgré ses efforts et la devanture aveugle du local, la vitrine est régulièrement vandalisée. Les réunions infiltrées. Un matin, Rochely et quelques militants tractent devant la Sorbonne, quand une trentaine de gauchistes leur fondent dessus. Le rendez-vous avait été fixé la veille au forum. Cela suffit encore à dissuader certains jeunes aux idées droitières, notamment Alexandre Loubet, franchement débarqué de Sciences Po, qui passe une fois, puis une deuxième au local, mais finit par renoncer. Impossible en revanche de ne pas croiser chaque mercredi soir un studieux jeune homme, toujours en costume. Il s'assoit au fond de la salle, le calepin à la main. C'est Jordan Bardella. Il milite encore dans le 93, mais, en jeune Rastignac, il a très vite compris que c'est à Paris que les choses se passent. Il va de moins en moins à la fac et de plus en plus au siège du FN, à Nanterre. Toujours sapé avec ses costards bon marché, toujours prêt à rendre service. Dès 2014, il commence à vivre de la politique. Il n'a pas 20 ans. Époque bénie pour la bande d'apparatchiks trentenaires qui gravitent aujourd'hui autour de lui, au siège du parti.
C'est là, au forum, que son équipe s'est constituée. Il y a Androuette, mais aussi Gaëtan Dussauceil, Donatien Véret ou encore François Paradol. Personne n'avait de responsabilité, on n'avait aucun élu, il n'y avait que des militants désintéressés, ça nous a servi de pépinière. Raconte nostalgique ce dernier, donc Paradol, devenu directeur du cabinet du président par intérim du RN. De temps en temps, un type se pointe, chemise bleue ouverte, croix en or blanc apparente. Il s'appelle Garen Snokorian. Snorokian. Un peu plus âgé, il tente de pimenter sa vie de consultant en faisant un peu de politique. Il est plutôt UMP, mais navigue dans toutes les eaux droitières. Après l'apéro débat, il embarque parfois Bardella, Dussauceil et les autres rejoindre les copains rue des Canettes dans le 6e arrondissement. Ah, j'ai mon petit assistant qui a besoin de moi une seconde. Je reviens les amis, je reviens. Me revoici. Excusez-moi. On reprend la lecture. Là, à côté de l'église Saint-Sulpice, tout le monde se retrouve au Chez d'Antoine ou à la cave Saint-Germain. Deux mauvais bars pas trop chers où les videurs interrompent violemment les bagarres quand ils n'en enclenchent pas. Là, les militants du FNJ côtoient Pierre Gentillet, la bande de la droite populaire, les gars de l'Uni, Sarah Knafo, qui vient de rejoindre une association eurosceptique de Sciences Po présidée par Alexandre Loubet. Ce dernier est un habitué, mais refuse encore de s'associer au FN. Gare aux photos! Normal, il vient d'être approché par Nicolas Dupont-Aignan, qui lui a demandé de prendre la tête des jeunes de Debout la France. La rue des Canettes, c'était the place to be, résume Stanislas Rigaud, qui a connu l'endroit quelques années plus tard. Plusieurs fois par semaine, tout le milieu, entre guillemets, fait la fête ensemble. Un peu de politique aussi, forcément. Salut Théo! Comment ça va? Il n'y avait pas de tabou.
On s'est rendu compte qu'on pensait tous la même chose. On avait la conviction qu'un jour, on se retrouverait pour travailler ensemble. On reprend Bardella. On ne parle pas encore d'union des droites. Au FN, c'est l'époque de Florian Philippot. La mode est au souverainisme. On vivait dans l'espoir d'une union de républicains des deux rives, avec des Français de droite et de gauche qui se rejoindraient sur le thème de la souveraineté, raconte Sarah Knafo. Mais ce fut qu'un fantasme, et nous en sommes presque tous revenus. Ce qui nous unissait déjà, en réalité, c'était l'identité. Sortis de la rue des Canettes, il reste encore quelques tabous. Nos jeunes droitards vont bientôt s'en rendre compte. Soir de la Saint-Sylvestre 2014, rue Victor Cousin, à 2 pas de la Sorbonne. Kelly Bétèche est l'égérie du moment au FN. La jeune femme qui pose sur les affiches du parti organise le réveillon chez ses parents. Tout le monde est là, son petit copain d'alors, Bardella, mais aussi Garenne, Gentillet, Loubet. Vers 1h ou 2h du matin, Florian Philippot débarque à l'improviste. Les photos finissent sur les réseaux. Marianne les repère, le scandale est immédiat. Des jeunes UMP avec des jeunes FN. Le patron du PS, Cambadéliste, demande personnellement à Sarkozy de condamner la surboom. Gentillet, alors à l'UMP, a beau faire le bravage sur les réseaux sociaux, il est sonné par le retentissement de l'affaire. Il n'y avait pas de tabou. On s'est rendu compte qu'on pensait tous la même chose, on avait la conviction qu'un jour on se retrouverait pour travailler ensemble. Jordan Bardella. Alors là, ça c'est chiant parce que ça c'est. Alors là, si tu vois, autant en presse écrite ça marche bien, autant là ça marche pas la relance de la citation parce qu'on vient de la lire. Dans un papier, c'est fait exprès pour. C'est comme un deuxième titre, mais là, bon, bref, qu'importe. Le surlendemain, il est chez Knafo, à Saint-Germain-des-Prés. Il se tord les doigts d'angoisse et de rage. Les deux amis se connaissent depuis l'Uni, où, au milieu de jeunes assez bas de plafond, ils se sont découverts un goût commun pour les livres. À l'époque, ils rentrent ensemble après leur tractage et parlent jusqu'à 4h du matin de Nietzsche et des vidéos historiques d'Henri Guillemin. Ils vivent dans le Paris vitrifié du quartier latin, nostalgique. En ces débuts d'année 2015, ils reprennent de plein fouet la réalité du cordon sanitaire. Pour Gentillet, la coupe est pleine. J'en avais assez de l'Uni et de l'UMP, s'agace-t-il encore. On avait le droit d'inviter personne du FN, Dupont-Aignan, c'était limite, tout ça pour se retrouver les seuls jeunes dans les meetings de vieux. Avec quelques amis, ils décident de réunir les droites dans un nouveau syndicat étudiant, la Cocarde, né en 2015. Lors de la première réunion, Dussault est là, pour le FNJ, aux côtés de Loubet pour le DLF et des jeunes de la droite populaire. Antoine Tessier, du MRC chevènementiste, a dû annuler au dernier moment à cause des pressions. Mais un cap est franchi. On organise des conférences. Henri Guénaud compte parmi les premiers invités. Knafo a joué des intermédiaires. Gentillet dessine le logo avec un nouveau venu, étudiant en histoire, Pierre-Romain Thionnet. Ils se sont connus quelques mois plus tôt à la BIS, la mythique bibliothèque de la Sorbonne. Thionnet avait un livre de Jean-Claude Michéa dans son bureau. « Vous avez de bonnes lectures, bravo », le félicite Gentillet, qui lui conseille un autre auteur de gauche antilibéral. Ils adorent surtout Zemmour. Comme tout le milieu, ils connaissent par cœur ses tirades qu'ils regardent sur YouTube, lisent les livres qu'il conseille, courent à ses conférences. Les années passent. On a moins le temps d'aller rue des Canettes, mais on se retrouve aux Lapinades de Garenne Schnokorian. Des grandes soirées privées où 200 jeunes se côtoient. Lapinade, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un facho dans le chat qui pourrait nous dire c'est quoi Lapinade? C'est quoi? C'est quoi une lapinade? Ça m'a l'air douteux. Ça m'a l'air douteux. Ça m'a l'air d'être d'un goût douteux. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie? J'ai vraiment pas compris. Désolée, Sophie. Alors on peut pas couper parce que c'est pas possible.
Stanislas Rigaud, nouveau venu dans le milieu, y croise Oran Rehranian, un temps patron des jeunes LR, tombé depuis sur des soupçons d'agression sexuelle. Le futur zémouriste a monté un journal, L'Étudiant Libre, avec quelques amis de l'ICES, la fac Cato de Philippe de Villiers, en Vendée. Les petits jeunes sont rapidement intégrés au milieu. On se presse chez Knafo, devenue une star depuis qu'elle a eu l'ENA. Les réussites universitaires sont rares dans le milieu. Merci Enigma, merci beaucoup. Et une déesse depuis qu'elle sort avec Zemmour. Guilhem Carayon, le nouveau chef des jeunes LR, va y bruncher. Il boit des pintes avec Rigaud à l'atelier de Suffren, nouveau QG des cathos d'extrême droite dans le 15e arrondissement. Il court avec Pierre Gentillet, qui a eu le barreau. Pendant le confinement, ce dernier se fait défenseur des libertés et gagne de l'audience des antivax. Désormais, il met des costumes. Vous avez un propos disruptif, ayez une image consensuelle, lui a conseillé Patrick Buisson. Thionnet est devenu assistant parlementaire de Bardella en 2019. Antoine Tessier, l'ex du MRC aussi. Gentillet, lui, tient à son indépendance, mais est intervenu comme prestataire lors de la rentrée des eurodéputés à Montpellier en septembre. Arthur Perrier, un pote de Rigaud, fondateur de l'Étudiant Libre, bosse au cabinet du patron du RN. L'union des droites, c'est plutôt tous les chemins mènent au RN, rigole Bardella. N'empêche qu'avec lui président en RN, c'est tout le milieu qui s'installe à la tête du vieux parti d'extrême droite. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Voilà, je me suis planté. Bon, bah, sympa. Bon article, hein. Bon article. Alors, maintenant, on va passer, pour terminer ce petit stream sauvage, on va passer à une bonne nouvelle. La débâcle de la presse d'extrême droite old school. Fini les kiosques à pointe. Alors, je fais le petit tweet. Hop. Est-ce que tout va bien là, dans le chat? Totor des Bois. Ce qui me fume, c'est que tous ces réseaux fascisants semblent hyper mondains. Ouais, bon, là, je pense que c'est un prisme aussi parisien. Libé, c'est un journal parisien. Mais oui, bien sûr. Oui. Les fachos ont toujours été dans les beaux quartiers. Alors, je vais envoyer... Excusez-moi. Alors, c'est parti. Tweet envoyé. Oui, alors il y a juste une petite chose à propos des fachos dans l'IB. Il y a ça. Dieudonné visé par une plainte de son ex-compagne pour escroquerie et harcèlement.
Noémie Montagne, qui a partagé la vie de l'humoriste multicondamné jusqu'en 2017, a déposé plainte contre lui le 25 octobre. Face à Libération, elle dénonce l'emprise qu'il aurait exercée sur elle, levant aussi le voile sur le système mis en place par Dieudonné pour protéger ses petites affaires. Voilà, c'est un papier de Pierre Plotu et de Maxime Massé, que j'avais pas prévu de vous lire, mais peut-être qu'on lira ça un autre jour. Merci Emric, qui a pris son 12e mois d'abonnement. DNB, dit Emric, qui est le recordman des articles rédigés pour le site d'Opost. Vous découvrirez tout ça jeudi à 18h. Soyez là, les amis, parce que là, on lève le voile sur le nouveau site d'Opost, qui va être la plaque tournante de l'émission. Et donc, voilà. Et donc, il y a beaucoup de gens de la communauté qui participent à l'élaboration de ce site, dont ARDNB, que je salue et que je remercie infiniment, comme Passeur de Songes, comme Pimico, comme tout le monde, comme Axel, comme plein de gens. On fera tout ça. Alors, voilà, moi j'avais prévu de vous lire ça, de vous lire ce papier-là. Fini les kiosques à pointe de CQFD. Ce qu'il faut détruire. Ça va pas fort pour la presse d'extrême droite old school. Après la liquidation... Ça doit être une allergie. Après la liquidation du quotidien présent, l'hebdo raciste et antisémite Rivarol est en passe d'être privé de kiosque. Alors que l'extrême droite se porte comme un charme, sa presse la plus patrimoniale, comprend Vermoulu, n'a plus vraiment le vent en poupe. Prenez Rivarol, vieil hebdo fondé en 1951 de l'opposition nationale et européenne, qui, en cette rentrée, fait sa une sur ses mésaventures. Rivarol interdit à Carrefour, Cultura, Cora, Monoprix, Relais, sous pression du lobby. Le tout accompagné, pour que le message soit bien clair, d'un dessin où le nom du journal est sur le point de se faire écraser par une chaussure au talon orné d'une étoile de David. L'auteur, la dessinatrice Chard, qui avait été distinguée en 2006 par le concours international de caricature sur l'Holocauste. Crade. Contacté, le rédacteur en chef de Rivarol, Jérôme Bourbon, habitué des tribunaux pour antisémitisme ou négationnisme, est scotché. Pas tant qu'il saura à la mi-octobre s'il écope de 2 mois de prison ferme pour contestation de crimes contre l'humanité, mais pour l'avenir de son journal. Il est encore trop tôt pour évaluer l'impact sur notre diffusion, mais on a des remontées qui ne sont pas rassurantes de la part de nos lecteurs qui n'arrivent plus à nous trouver, mais aussi de notre diffuseur, les MLP, Messageries Lyonnaises de Presse, qui nous font part du refus des points de vente de nous distribuer. Explication. Le titre, dont la diffusion oscillerait selon lui entre 4 et 5 000 exemplaires par semaine, a perdu en mai son numéro de commission paritaire. Alors c'est justement ça que nous on essaie d'avoir, le numéro de commission paritaire. Au poste. Oh, ça va. Rivarol. Jusque-là reconnu publication d'informations politiques et générales, cela lui permettait d'être diffusé partout avec une TVA et des tarifs postaux réduits. À l'origine de cette décision, la campagne des activistes de Sleeping Giant, mais aussi une tribune d'historiens dans Le Monde. Merci Sorcière, Durdonov, qui font aussi partie de ceux qui, dans le Discord, ont mis la main à la pâte, et quelle main, et quelle pâte, pour élaborer le site que nous allons dévoiler jeudi à 18h. Merci beaucoup à vous deux, et à vous tous, et à vous toutes.
Au déboire de ce torchon s'ajoutent ceux du site Mediapresse Info, privé du système de paiement en ligne PayPal, ou encore la liquidation du quotidien catho-intégriste Présent, plombé d'une dette de plusieurs centaines de milliers d'euros, dont un carteron d'idéologues ultra-identitaires annonce la résurrection sous forme hebdomadaire. Présent, c'est le journal dont était membre Caroline Parmentier, que l'on voit beaucoup à l'Assemblée nationale, à côté de Le Pen. Mais pour le patron de Rivarol, cela n'a pas grand-chose à voir. Présent, ou le journal de l'Action française, s'ils ont disparu, c'est tout bonnement parce qu'ils n'avaient plus de lecteurs. Ce n'est pas notre cas. Mais jusqu'à quand? Bourbon glacé. On sait très bien que la presse écrite, c'est lu essentiellement par des personnes âgées. Oui, ça sent le sapin pour le vieux facho tradi et sa cohorte de lecteurs zombies. Las, la relève semble assurée. Un exemple parmi d'autres, La Furia, lancée par le youtubeur d'extrême droite Papacito, le dessinateur entre autres misogyne Marceau et le polygraphe Laurent Oberton, auteur de portrait névotique d'une phrase Orange Mécanique, livré à la sauvagerie des hordes étrangères. Ce trimestriel d'ultra-droite s'est écoulé pour son premier numéro à 60 000 exemplaires, dont 25 000 en kiosque, autant en abonnement et le reste en librairie. Pas de raison de chanter trop gaiement à l'enterrement de Rivarol, donc. Un article signé Sébastien Homer de la maison CQFD. Ouais, ça fait mal au cul, hein. 60 000 exemplaires. CQFD, mensuel de critique et d'expérimentation sociale. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement pas de piquer, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Voilà, chers amis, voilà où nous en sommes aujourd'hui pour ce petit stream sauvage qui petit à petit va s'arrêter. Je vais vous redonner quand même les rendez-vous à venir d'Au-Post. Le 3 novembre, jeudi, à 9h, normalement une revue de presse, petite causerie. À 18h, Au-Post met les gros moyens, inauguration du nouveau site, des devs dingos, une communauté à fond, du orange partout. On célèbre la nouvelle étape de la reconquête des esprits, de la bataille des esprits, Au-Post et son site web. Ce sera donc le site. Le 10 novembre, Louis Thévenon, New Rose, le label, extraordinaire label des années 80-90. Un livre photo lui rend hommage. Louis Thévenon, qui était l'un des deux fondateurs de New Rose, sera au poste avec nous. Ça, c'est tout à fait autre chose. Le 17 novembre, si vous êtes à Poitiers, débat prof avec Madame Bicalo, je ne sais plus son prénom. Madame Guidé, je ne sais plus son prénom, maîtresse de conférence en littérature comparée, Assé Guibard, maître de conférence en littérature comparée. C'est un débat sur peut-on écrire des romans en direct, et on va parler des défis du roman en direct, 19h59. Mais ça, c'est pas au poste, c'est une conférence. Vous pouvez venir à Poitiers sur les lieux du crime. Le 23 novembre, pour ceux qui sont à Paris, projection en audio description d'un pays qui se tient sage. Un film qui sera suivi d'un débat avec la personne qui s'est occupée justement de l'audio-description et moi-même. Je reviens au poste le 28 novembre. Yannick Kergoat, La Très Grande Évasion, le réalisateur très défavorablement connu dans nos services, sera avec nous pour son nouveau missile filmique, une comédie dramatique qui nous concerne tous, où c'est qu'il passe les milliards de l'optimisation fiscale. Et enfin, le 30 novembre, rencontre sur place, au lieu-dit, à Ménilmontant, hein, là c'est pas le quartier latin, hein, et voilà, chacun ses trucs, avec Rachid Bouchareb et Samir Ghesmi, pour le film Nos Frangins, réalisé par le premier, et dans lequel le second joue admirablement. Ce sera notre premier au poste, au lieu-dit, en direct, après on boit un petit coup. Voilà. Chers amis, c'était un plaisir d'être avec vous. Est-ce que vous avez des petites questions ou j'envoie les crédits? Est-ce que j'envoie les crédits? On y va? On y va? Ok.
mettre ça à gauche et CRS se mettre ça à droite. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Et pour dire ça va là. Allez, viens, avant. C'était un plaisir de vous retrouver, amis du café, de la police et de la tendresse utopiste, pour cette revue de presse du samedi matin. C'est pas mal le samedi matin aussi, je trouve. Hein. C'est comme le dimanche matin, c'est pas mal. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon week-end à ceux qui sont en week-end, et bon tout à tout le monde. Merci aux immenses modos de la paix, Ed Techno, Riyad, Jessie, Robin, Olivier. Merci à Axel pour les tasses maison, Bruno pour le néon, Geoffrey pour les logos, Sophie pour les débuts, Théo pour les bruitages, Emmanuel pour la régie son, JC, Morphoscank et Scorch pour les musiques, et merci à Pimico, 1000 fois. À Blast pour le partenariat. Pour cette session, la brigade remet la médaille du mérite à ARDNB pour son 12e mois d'abonnement, à Charlie Pictures 5e mois, Enigma 8e mois, Cyramus 13e mois, Azélis Basson 11e mois, Pazozo 4e mois, Malou 5e mois, Flock qui fait aussi partie de ceux qui nous aident dans la rédaction des papiers, le Snake, Kusangay, Renan, Max Abel 16e mois, Holo 6e mois, Ledon 7e mois, Winnie 8e mois, Dominica 12e mois, ST 14e mois, Louise Bian 7e mois, Durdenov 7e mois, Ziampig 5e mois, Elitrago 4e mois, et merci à Pimico justement pour le sub offert. Alors je vois que j'ai des messages en régie, je pense que c'est pour le raid. Ah, on a que ça ce matin, allez on y va. Ok, on y va. Si vous ne suivez pas la chaîne, c'est le moment ou jamais. Si vous la suivez, merci beaucoup pour tous vos abonnements ou vos dons. On a besoin de vous. Je vous rappelle qu'ici, les modératrices sont journalistes et sont rétribuées grâce à vous. Voilà, le modèle économique, c'est simple, c'est vous. Un stream libre à prix libre. Chacun donne s'il veut et ce qu'il peut. Un raid chez un vieil ami que j'ai connu dans une autre vie. J'ai été son chef. On va lui renvoyer lui plein de bagnoles, plein d'emotes dans tous les sens. Je vous embrasse. Je vous dis à jeudi prochain. Parce que là, il y a beaucoup de choses à faire pour le site. Jeudi prochain, 9h. Merci beaucoup, Michel Drucker. Le futur Michel Drucker. Amusez-vous bien.